Les bagnoles puissantes font aussi des accidents de dingue. Et il y a des crashs qui te font dire « Oh Dieu !» Matt Armstrong, dans cette vidéo, va faire une reconstruction de malade d'une BMW M3 modèle 2019. D'abord, assure-toi d'avoir souscrit à la chaîne, et c'est parti. Un mécano allemand dès l'intro, le truc a l'air simple, juste un choc frontal à petite vitesse. Mais la vue de derrière va te faire poser une question évidente. Est-ce que le châssis est tordu? Parlons un peu des specs de la caisse d'abord. Et pourquoi ça vaut le coup de se faire chier à réparer cette arrière explosée, malgré qu'on soit pas du tout d'accord avec le design horrible de la calandre à l'avant. Mais le modèle M3 de BMW, c'est la voiture de rêve, pour n'importe quel jeune dans la vingtaine à peu près. La nouvelle génération est apparue pour la première fois en 2020, et elle est toujours en production maintenant. La M3, c'est une berline 4 portes avec transmission intégrale, et j'aime bien l'appeler une super berline, parce que son moteur c'est un 6 cylindres en ligne de 3000 cc avec Twin Turbo, ou Power Turbo comme BMW l'appelle. Elle sort 470 chevaux et 550 Nm de couple, et elle passe le 0-100 en seulement 4 secondes. Donc c'est une caisse dangereuse, avec un moteur de fou et un design hyper agressif. Il a acheté cette bagnole 322 000 livres sterling, et elle n'a que 160 000 km au compteur, encore pratiquement neuve, et elle n'a pas d'assurance. À cause des coûts de réparation qui coûtent un bras, le propriétaire de la voiture a décidé de la vendre. Pour Matt, le plus important au début, c'est toujours que le moteur tourne. Parce que s'il n'entend pas le bruit du moteur, il voit même pas la voiture en fait. D'abord, faut transporter la caisse au garage. Mais la roue arrière est bloquée à cause de l'accident, et la bouger de la remorque, c'était mission impossible. Donc il va essayer de soulever la pression du dessus de la roue. Il va découper l'aile avec la meuleuse, ouvrir le capot et essayer d'enlever la couche. Il va sortir toutes les pièces plastiques du côté. Il va lever la roue avec le cric, et la roue aura de l'espace autour pour bouger. La jauge d'huile du moteur est électronique sur l'écran, donc il n'est pas sûr s'il y a assez d'huile pour démarrer parce que les tuyaux du refroidisseur d'huile du bas dans la caisse ont pété à l'impact et ont fait fuir une grosse quantité d'huile. Donc il va enlever les raccords pétés des deux côtés et amener un tuyau pour connecter les deux ouvertures. Il va temporairement bypasser le passage d'huile vers le refroidisseur. La deuxième étape, c'est l'électricité. La batterie de la voiture est située à l'arrière sous le coffre. Les bagnoles BMW ont un fusible au début du chemin du câble de batterie qui se tire et coupe l'électricité de la voiture instantanément après n'importe quel accident. Dans ce modèle, le fusible fait partie de la pince en fer de la borne de batterie. Un design différent mais qui fait la même chose. Après que ce fusible grille, l'électricité est aussi coupée du démarreur. Il va connecter la connexion fer déconnectée à sa place d'origine et rebrancher la connexion ouverte. Et ça, c'est le système d'ouverture de capot de protection des piétons de BMW qui a des cylindres explosifs qui s'ouvrent et lèvent la couverture du capot pour protéger la personne percutée. Il va essayer de démarrer le moteur et ça tourne dès le premier coup. Maintenant, il va conduire la caisse au garage pour commencer le vrai boulot. La roue arrière bouge difficilement, mais l'important c'est qu'elle tourne d'une façon ou d'une autre. L'endroit est serré à l'intérieur, donc il va rentrer la voiture en marche arrière. Il est initialement rassuré que le châssis soit pas tordu parce que le toit en fibre de carbone est complètement intact et aussi le cadre de porte et les lignes de l'autre côté montrent aucun impact. Il va examiner la caisse par-dessous et trouve que la biellette de suspension arrière est tordue et c'est la raison pour laquelle la roue arrière est bloquée. Il va prendre des mesures de plus d'un point et les chiffres ici correspondent. Il va déconnecter cette biellette de sa fixation sur la roue et la roue aura un mouvement libre. La suspension n'est pas cassée ici. La voiture a une direction de roue arrière. Après ça, il va enlever les boulons de roue et enlever le pare-choc arrière de sa place et enlever les pièces plastiques cassées. Il va tirer tout le câblage et les fils de leur chemin et enlever le passage de roue intérieure. Le métal de derrière est écrasé ensemble. Toute la zone est cabossée. Tu peux même pas déterminer ses caractéristiques. Il va enlever toutes les couches de moquette et d'isolation du coffre et les parties de cassette. La zone est complètement vide. Ici, il va couper avec la meuleuse sans marque et faire une ouverture carrée. Et en dessous, la structure est aussi pressée ensemble. Il va enlever le siège de sa place et enlever les couvercles de haut-parleurs de derrière eux. Il va enlever la couche d'isolation sonore en mousse. Puis il va enlever les couches d'isolation dessous les sièges arrière. Il va enlever les charnières de coffre et aussi les bras de levage hydraulique et enlever le couvercle de coffre. Ça montre la structure clairement. Le plus important dans l'honneur de la voiture à peu près, c'est les bras de châssis. Ici, l'impact n'a aucun effet notable sur le bras arrière. Il va consulter avec un pote pour s'assurer que la situation mérite l'effort. C'est un YouTuber anglais spécialisé dans la reconstruction de voitures BMW et il va être confus sur la réparation de cette partie. Mais après, il va lui dire que le crash est réparable et qu'il peut le remettre en bon état. Il va compter sur sa parole et commencer le travail de l'avant d'abord. Il va enlever les charnières de capot et enlever le couvercle de pluie plastique et commencer.
Le radiateur est très cassé, donc il faut le changer. Il va enlever les roues d'abord et enlever le couvercle intérieur. Puis il va enlever le reste du pare-choc. Il va enlever les phares cassés et enlever les vis de fixation d'aile. Il va tirer l'aile à l'extérieur de la voiture et en dessous la structure est intacte. Il va enlever l'assemblage avant-ensemble. Il va enlever les clips et les vis de fixation à travers la largeur du capot. Il va enlever la boîte à air du dessus et enlever toutes les connexions de refroidissement de leur place. Il va enlever un couvercle métallique de dessous pour atteindre les vis de fixation d'assemblage dans le châssis et aussi les vis de connexion avec les bras de châssis eux-mêmes. Il va baisser la voiture et enlever tout l'assemblage de sa place. Il va enlever le verre avant cassé. Ici, tous les radiateurs de la voiture sont rassemblés. Il a acheté un châssis intact complet pour un autre assemblage complet à installer à l'avant à sa place et le rebrancher à sa place. Puis il va installer le capteur de collision qui ouvre le capot. Il va monter les refroidisseurs d'huile correctement et remettre la boîte d'admission d'air à sa place, et ainsi l'avant sera renouvelé. Il va avoir le pare-choc mousse qui a la ligne d'air comprimée pour le capteur d'ouverture de capot. Puis il va aller voir les phares cassés. Il a acheté le même design, mais avec un code différent. Le prix des deux phares est 1800 livres sterling. Il va essayer d'allumer l'éclairage, mais rien va se passer. Il va vérifier l'ancien, et il va trouver l'électricité ici dans une partie avec une programmation différente. Il va remplacer tous les modules spéciaux d'éclairage, et essayer encore. Et effectivement, l'électricité arrive exactement comme l'original. Il va installer le deuxième phare à sa place, et sortir l'unité de contrôle des lumières LED, et il va changer la puce avec une autre différente. Toute cette partie, c'est en fait un moule. Pour fixer cette puce et ces lignes en fer sont pour dissiper la chaleur de la puce quand elle chauffe. Il a laissé les lumières être jaunes. Leur apparence est beaucoup plus agressive que le blanc. Le jaune avec le rouge, c'est un très beau mix. Il a acheté un capot neuf et deux ailes. Il va installer l'aile au rail à sa place. Ils ont du rap dessus qu'il va enlever. Et par hasard, la pièce a exactement la même nuance de rouge. Les fils des capteurs de parking qui étaient branchés dans le pare-choc avant ont été coupés après l'accident. Il va les reconnecter et remonter les connexions. Comme je te l'ai dit, je suis pas du tout fan du design de la grosse calandre du modèle M3, mais ça c'est complètement autre chose. Il a acheté un pare-choc avant, avec un design modifié. Il va installer tous les capteurs à leur place et monter le pare-choc à sa place. Il y a un mot anglais qui décrit très bien l'apparence de cette voiture. Sinister, ça veut dire méchant. La calandre ici ressemble au design des versions de voitures de course comme la GT. Comme d'habitude, il va changer les ajouts du capot avec une pièce en fibre de carbone. Il va installer un set de barres d'entretoise de châssis en carbone connectant l'avant du capot avec les bases d'amortisseurs. Il va installer le capot à sa place et enlever l'emballage de dessus, et ainsi l'avant est complètement fini. Il va retourner à la scène arrière. Il va amener une colonne hydraulique pour pousser l'aile de l'intérieur du coffre. Il veut déplier l'endroit du crash au maximum possible avant de couper le quart arrière, aussi pour séparer la partie d'étagère de haut-parleurs avant d'atteindre le nouveau quart. Il va travailler sur les airbags internes. Ils se sont tous ouverts ici, environ 5 d'entre eux. Il va remplacer la biellette de suspension arrière et remplacer après plus d'une couche couvrant la zone, et enlever la vis de biellette avec le joint et mettre la nouvelle biellette à sa place. Il va enlever l'unité de contrôle de frein électronique. Ici, les emplacements de vis dans l'ancien sont cassés. Il va installer le nouveau derrière l'étrier et connecter son câblage. Il va remettre la roue à sa place, puis il va pouvoir bouger la voiture d'1 mètre en avant pour ouvrir les portes et commencer à enlever le tableau de bord. Il a acheté un nouveau tableau de bord avec l'airbag pour le passager latéral. Il va enlever les sièges pour élargir l'espace. Il va enlever le couvercle du pilier avant et enlever le rideau de sous le plafond et enlever le plafond pour qu'il sorte complètement. Il a acheté un complètement nouveau. Il va l'installer à la place avec des vis le long de tout le plafond. Il va tirer les bandes et enlever les mécanismes de ceinture et remplacer la nouvelle ceinture. La nouvelle a un petit cylindre explosif qui s'ouvre pendant la collision et tire la bande de ceinture en arrière rapidement. L'étape suivante, c'est enlever la console centrale. Il va enlever le cadre de bouche d'aération arrière de derrière elle. Il va enlever les vis de 10 mm et de l'avant sous le porte-gobelet, il y a 2 vis de plus. Après avoir enlevé la fixation au sol, il va déconnecter n'importe quel clip autour du passage et enlever la climatisation et les boutons principaux, et toutes leurs vis de fixation de dessous. Il va enlever l'écran de sa prise, et du côté enlever un couvercle plastique, et aussi le cadre d'ouverture de climatisation qui a des vis de fixation cachées dessous. Il va enlever l'écran du tableau d'instruments et enlever l'airbag de genou sous les bords du tableau de bord. Toutes les vis sont de la même taille et forme. Il va enlever le haut-parleur central et enlever la fixation de centre de volant et derrière ça. Il va enlever la partie de direction avec les shifters. Quelques vis restent situées dessous et finalement il va pouvoir enlever tout le tableau de bord dehors. Ici, un grand nombre de vis tiennent l'intérieur en place. Il va mettre le nouveau tableau de bord avec les airbags intacts et inverser tout pour installer les pièces. Et la dernière partie, c'est l'airbag de direction intact. Il trouve que tout est installé correctement et connecté. L'électricité est connectée. Il a connecté les chemins de refroidisseur d'huile. Il va lever la voiture et vidanger l'huile moteur.
Les extrémités de tuyaux intérieurs s'installent dans une zone étroite difficile d'accès. Donc il va étendre la boîte de direction et l'arbre d'équilibre et travailler exposé de dessous. Il va installer une plaque de couverture pour empêcher les fuites avec les impacts. Cette couverture va définitivement réduire le flux d'air vers le refroidisseur, mais il y a assez d'ouverture pour le refroidissement. Ici, il va le remplir avec du liquide de refroidissement, mais pas de façon traditionnelle. Il y a 2 réservoirs pour le stockage d'eau. Il va enlever le couvercle de réservoir du côté moteur et aussi le couvercle de l'autre côté. Il va connecter l'ouverture principale avec une pompe d'aspiration d'air et y connecter des lignes d'air pour aspirer tout l'air du circuit. Cette voiture prend environ 8 litres d'eau. Il va connecter le tuyau et vivre, et le reste sera rempli du dessus normalement. Puis l'étape de changement d'huile. Il va appuyer sur le bouton de démarrage 3 fois. Puis il va allumer le chauffage et le ventilateur à la plus basse vitesse. Il va appuyer sur la pédale d'essence pendant 15 secondes. Puis il va appuyer sur la pédale de frein et démarrer le moteur. Ces étapes sont pour mettre la voiture en mode maintenance, qui permet la mesure électronique d'huile sans faire tourner le moteur. Tu pourrais dire qu'il fait un refresh de la lecture d'huile avant de remplir la nouvelle huile. Toutes ces étapes sont pas nécessaires, mais elles sont recommandées par la compagnie. Après avoir rempli l'huile, il va la sortir dehors. Le coût de reconstruction jusqu'à maintenant atteint 38 000 livres sterling. La dernière et grande étape, c'est changer tout le quart arrière. L'ami youtubeur dont il a pris la vie est arrivé au garage. Il va utiliser une perceuse à pression d'air pour couper la carrosserie, mais le compresseur qu'il a est faible pour cette tâche. Mais avec un plus fort, il a réussi à couper la carrosserie extérieure très rapidement. Il coupe presque au hasard parce que tout ça va être changé. Il va couper la partie arrière et passer sur le passage de roue détruit. La partie intérieure intacte qui reste a peu de dégâts. Il va séparer la charnière de porte pour exposer le châssis complètement et enlever la partie latérale. Il va enlever le tissu de plafond de sa place et déconnecter toute la grille de fil dedans. Puis il va commencer à enlever les emplacements de soudure le long des bords de porte. Il a eu le même outil que l'équipe a utilisé dans la vidéo GTR, une meuleuse en forme de ceinture. Il va meuler tous les emplacements pour séparer les soudures et séparer la couche de métal dans la porte. Il va avoir besoin de couper le châssis endommagé de sa place. Il va commencer de dessous à son milieu dans la zone droite, et de dessus, il va enlever une courte partie de la carrosserie de toit. Il va aussi devoir enlever toutes les soudures autour de la zone, dans la structure intérieure. Il va meuler toutes les soudures dans la partie arrière, et avec la meuleuse, il va enlever le reste au châssis. Il va enlever la roue, et enlever l'amortisseur de sa place et enlever le moyeu. Il va enlever tous les emplacements de mastic d'isolation. Les emplacements d'étanchéité sont nombreux aux joints de métal. Ici, il est entré au point de non-retour. Il va enlever et couper toutes les parties intérieures dans le quart arrière. Finalement, c'est ce qui est resté après avoir dégagé toute la zone. L'impact a aussi affecté l'étagère arrière de façon catastrophique. Il a acheté cette partie neuve, mais va pas la remplacer complètement. Il va sauver du temps et seulement remplacer la partie endommagée. Ici, le nouveau quart arrière est arrivé. En fait, il a acheté la voiture du propriétaire et a aussi pris ce quart avec parce que le propriétaire de la voiture voulait la réparer. Mais le coût était trop élevé hors assurance. Mais la carrosserie de ce quart arrière, elle est coupée plus que nécessaire. Il va meuler les parties dont il n'a pas besoin et séparer la carrosserie de la structure intérieure. Ça prend beaucoup de temps. Et il va essayer de voir comment le nouveau quart avec la carrosserie va ressembler. Et ça s'ajuste excellemment, mais a besoin de travail, bien sûr. Tous les emplacements d'ouverture ronde doivent être soudés correctement. Nice, that sounded good. Oh, you missed a little bit. Oh, I missed a little bit. That's not bad. Il va laisser son pote faire cette tâche. Il va retourner à la zone d'étagère coupée et souder la ligne entre elles. Il va sécuriser avec des points de soudure le long de toute la pièce. Puis un des followers de la chaîne a envoyé un châssis latéral intact, une couche de carrosserie complète pour les 2 portes. Il va couper celui arrière dont il a besoin et voir la mesure. Ça s'ajuste très bien. Ici, il va mettre du scotch sur le bord du châssis pour pouvoir couper complètement droit. Il va prendre le châssis dans la voiture dans les limites de toute la pièce et couper l'excès avec la meuleuse. Et ainsi, le châssis est parfait au millimètre. Il va installer la roue en place et baisser la voiture au sol et souder la différence aussi du côté coffre. Puis il va percer des trous le long du nouveau châssis et avoir du mastic de liaison métallique pour tenir le métal ensemble. Il va étaler et essuyer la ligne autour de l'aile de l'intérieur et sécuriser le châssis à sa place finale. Puis il va commencer à souder tout le quart arrière. Seulement les trous intérieurs restent, et il le fait professionnellement vraiment. Il va couvrir la voiture avec des bandes et pulvériser de l'après pour empêcher la rouille sur tous les emplacements de soudure. Il va mettre plus d'une couche sur le plafond pour éviter les problèmes de la pluie et pulvériser le coffre de l'intérieur avec de la peinture. N'importe quelle couche connectée à une autre couche de métal doit avoir de l'isolation entre elles. L'isolation ou l'étanchéité empêche l'air et l'humidité d'entrer entre elles, et aussi dans la zone où la pièce se rencontre. À la fin,
Il a utilisé un pinceau et étalé le mastic sur toutes les zones très bien. Et ce mastic, après avoir pulvérisé la couleur de la voiture, son apparence est devenue cachée. Il va reconnecter le câblage interne et aussi le dispositif d'amplificateur dans le coffre du côté et remettre la batterie à sa place. Il va remplacer l'extrémité de fusible enlevée qui vient comme une unité complète de la compagnie. Ici, il va changer toute la connexion, pas seulement les parties en fer. Le coffre a juste besoin de son revêtement. Il va lever l'amortisseur à sa place et remettre les parties plastiques qui ont des trous de fixation de pare-choc arrière et aussi installer le rembourrage à travers la largeur de la voiture. Il va monter la barre de crash en fer dessous et connecter les lumières avec leur prise. Puis il va installer le nouveau pare-choc à sa place. Il va amener seulement le seuil latéral long avec ses ouvertures. La dernière chose qu'il va mettre, c'est le couvercle de coffre dans les charnières et percer les lignes de différence. Il va trouver que les espaces sont corrects le long de tout le chemin. Il va installer la roue encore et démarrer le moteur. Il va installer un nouveau verre avant et souder la mousse à la coque arrière avec le grand couvercle plastique dessus. Ici, il a reçu les nouvelles ceintures correctes de l'usine. Il va installer le mécanisme et tirer la ceinture le long du pilier. Puis il va faire une très grande amélioration pour les sièges. Des sièges baquets en fibre de carbone avec couleur blanche. Et aussi toute la garniture intérieure va être changée à la nouvelle couleur. Un deuxième niveau distingué honnêtement dans le style. Il va installer la porte à sa place, mais trouve qu'il y a une légère différence après la fermeture, à cause de la pince métallique qui est lâche. Il va ajuster et fermer la porte correctement. Puis il va démarrer le moteur et conduire. Le pare-choc est peint en noir, me rappelant des pieds de concessionnaires bon marché, qui sont de première classe, mais après avoir pulvérisé la voiture avec la couleur rouge feu, elle est revenue comme neuve avec pleine puissance. Mais le moteur M3 est accordable. Et sûrement il y a encore plus qu'il peut changer dans le système d'échappement. Il va acheter un échappement complètement modifié de la compagnie Scorpion. Le système original a beaucoup de boîtes et d'obstacles au flux d'air. Il va déconnecter les tuyaux d'échappement au collecteur de l'avant. Puis il va enlever tous les supports le long du chemin d'échappement et baisser les tuyaux complètement ensemble. Ce design de stock étouffe beaucoup le son de la voiture. Il va enlever la couverture métallique dessous le moteur et enlever les deux boîtes environnementales et bien sûr déconnecter le capteur d'oxygène. Le nouveau diamètre de tuyau est plus large, environ 3 pouces. Il va monter le capteur dans le downpipe et le lever à l'endroit serré. Il va répéter ces étapes avec le deuxième tuyau et soudé. Il va enlever la valve électronique et souder à la fin de la nouvelle ligne d'échappement. Il va lever toute la dernière partie ensemble et sécuriser les verrous avec tous les supports dans leur zone. Finalement, il va installer les embouts d'échappement qui sont en fibre de carbone d'Akrapovic et démarrer le moteur. La valve est fermée donc le son est normal, mais quand la valve s'ouvre c'est beaucoup plus fort. Le son du moteur 6 en ligne n'est pas le plus beau généralement. Puis il va installer les mêmes filtres ronds qu'il a installés sur la M5. Il va enlever les passages d'air plastique du capot et de dessous tout. Enlever le tube qu'ils appellent charge-pipe, qui connecte le passage d'air turbo au collecteur, et souder de la fibre pour que toute l'apparence du capot soit 100% fibre de carbone. Le filtre sport affecte légèrement le son de la voiture et... Ja. Oh yeah, you can. Oh yeah, that's well now. Clairement, le moteur ici respire mieux et plus vite. Il va changer les ressorts d'amortisseur avant, 2 coilovers ajustables pour la hauteur. Il va enlever le boulon d'amortisseur de sa vis du dessus, mais ici sans pince à ressort. Et ce mouvement est définitivement considéré dangereux. Il fait parfois des mouvements fous honnêtement. Il n'aura pas besoin du siège de ressort original. Donc il va frapper avec des marteaux et l'enlever de sa place. Puis il va installer la nouvelle base et au-dessus le ressort. Il va installer la vis de fixation sans pression de ressort et lever les amortisseurs modifiés à leur place. Si tu as remarqué, tu trouveras que l'ancienne base de ressort était située dessus, mais la nouvelle est montée dans l'amortisseur de dessous, et ça a fait que la roue frotte contre le siège d'amortisseur pendant l'installation. Donc il a résolu ce problème simple en installant une entretoise au-dessus du disque de frein. Il va fournir environ 200 mm d'espace vers l'extérieur, et effectivement le bruit de contact entre la roue et l'autre pièce disparaît. Il va aussi changer les ressorts arrière au niveau de l'essieu arrière. Il va enlever les ciseaux du bas et enlever le bras et facilement enlever le ressort de sa place. Il y a une grosse différence de longueur entre les deux, mais il y a encore une connexion d'ajustement de hauteur qui s'installe entre le ressort coloré et le noir. Il va lever le nouveau ressort au-dessus de son siège et souder la roue arrière. Il va la baisser et voir la hauteur.
Il a remarqué après ça que les ciseaux arrière de la direction de l'accident sont aussi tordus. L'amortisseur lui-même a un impact. Il va aller acheter ces 2 pièces chez le concessionnaire et ça va lui coûter 700 livres sterling. Il va aller acheter de nouvelles jantes de 20 pouces qui ressemblent énormément au design des jantes Porsche GT3 RS. Les voitures BMW sportives ont des pièces de modification sans fin, donc il va installer un splitter avant en fibre de carbone. Il va percer des trous spécifiques et avec le pistolet à pression installer de nouvelles ouvertures correctement. Il a aussi acheté des seuils latéraux complets et installé de la fibre de carbone plus longue. Il va enlever l'adhésif de l'aileron original et nettoyer sa place de dessous. Il va mettre de la colle sur le nouveau et le sécuriser à sa place. La dernière étape qu'il a dans le garage, c'est installer les nouvelles jantes dorées. Il va aller à un centre d'alignement et là remplacer l'amortisseur arrière et les ciseaux. Puis il va ajuster la direction et la stabilité de la voiture et prendre la voiture pour un drive rapide pour tester la direction. Il va accorder l'ordinateur de la voiture pour qu'il reconnaisse et bénéficie des nouvelles pièces et il va mettre la voiture sur le banc pour mesurer sa puissance après les modifications aérodynamiques. Je veux que tu écrives dans les commentaires ci-dessous combien de chevaux tu penses qu'elle va enregistrer. Il va prendre la première lecture avant de programmer l'ordinateur et amener graduellement la voiture à 220 km/h de vitesse. Elle a enregistré 550 chevaux et 700 de couple. Et tout ça, c'est encore avant qu'il optimise même la voiture pour les plus hautes performances possibles pour elle. Il va accorder et essayer la lecture encore. Elle a enregistré 644 chevaux et 816 Nm de couple. Sa voiture est plus forte que la M3 compétition de stock de 140 chevaux. Il va ensuite sortir sur la piste pour essayer un peu d'accélération et d'action. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est la voiture de rêve. Design agressif avec couleurs distinctives et performance fantastique. Mais la vie a toujours des comparaisons. Il va entrer dans une course de vitesse chronométrée avec une Lamborghini Huracan, une des voitures italiennes les plus rapides sur les pistes, 10 cylindres atmosphériques, 640 chevaux avec transmission intégrale. La question ici c'est, est-ce que cette M3 modifiée peut être assez rapide? Après ce voyage incroyable de réparation et modification, la BMW a enregistré approximativement le même chiffre que la Lamborghini et même plus rapide de fractions de seconde. Mais comme dit papa du domaine, une victoire c'est une victoire même par une très petite fraction. Après la fin de cette course, il entend un bruit de friction clair venant de l'essieu arrière. Il va lever la voiture et enlever les freins et enlever le tambour ou disque de frein. Il va enlever les vis de base de derrière et trouve l'écrou d'essieu arrière. Ce bruit de friction est dû au roulement de roues, roulement à billes. Habituellement, il a une durée de vie très longue, atteignant en moyenne 160 000 km, mais c'est certain que l'accident a affecté cette pièce, donc il va en avoir un nouveau de la compagnie. Il va mettre du silicone thermique et complètement fermer la zone encore, et l'enlever. Puis, il va à l'enfer vert, et amène la voiture à la piste du Nürburgring en Allemagne. Le temps est pluvieux ce jour-là. Le prix du ticket d'entrée est 30 €. La piste est un circuit très long au cœur des arbres et de la forêt. C'est tout. J'espère que tu as aimé cette reconstruction, comme Matt Armstrong a beaucoup aimé sur la piste. À la fin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et écris-nous ci-dessous quelle voiture tu aimerais voir ensuite. Salut, ben.